toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on a reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine, on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Votre animatrice, Kimberly Reason. Bienvenue tout le monde à Ça passe ou ça casse. Cette semaine, on parle de l'humour versus l'improvisation. Donc, on reçoit Charlot Touzel et Olivier Foy. Alors, bienvenue les gars. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ben, c'est moi qui est content de vous recevoir. Donc, vous allez pouvoir un petit peu vous présenter ce que vous faites en termes d'improvisation, d'humour, votre formation. Veux-tu commencer, Charlot? Absolument. Donc oui, Charlot Touzel, humoriste depuis, je vais dire 4 ans. 4 ans de façon régulière. J'ai gradué de l'École nationale en 2020. Juste avant la pandémie. Fait que j'ai pu profiter du stand-up à fond après ça. Chez nous, tout seul à rien faire. Mais, les fameux lives. Oui, exactement. Les shows Zoom, là, c'est le pic de ma carrière. Non, c'est ça. Fait que mais je te dirais que ça fait 4 ans que je fais du stand-up à quasi temps plein. Okay. 2 semaines que t'es bon. Exact. Ouais. Ça fait 2 semaines que j'ai trouvé le gag qu'il me fallait pour... C'est quand même mieux que toi, parce que ça fait 3 jours. Oh! Puis, donc oui, c'est ça. Moi, j'ai aussi fait de l'improvisation pas mal toute mon adolescence / cégep, évidemment, parce qu'on n'a rien à faire au cégep. Tu jouais à quel cégep? Moi, je jouais au cégep André Laurando, avec le rock Châteauguay. d'André Laurando, à La Salle. La Salle, mon erreur. À Montréal. Châteauguay, il n'y a pas de cégep. Oh. Parce que c'est quasiment un village. Mais oui, mais j'ai fait de l'impro à Châteauguay au secondaire. Après ça, j'ai joué collégial. C'est là que j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Olivier, le prochain invité. Yeah. Puis c'est ça. Mais c'est un peu grâce à l'impro, un peu que j'ai fait mes premiers pas, mes premiers vrais pas sur une scène. Puis ce qui m'a fait un peu découvrir après ça le stand-up, l'humour. Puis ce qui m'a fait arrêter l'impro après. Ah, ok. T'en fais plus, là, maintenant. Non, j'ai arrêté. Okay. Mais on en parlait dans le chant, ça nous manque les deux, par contre. Exactement. Ouais, toi aussi t'as arrêté. Effectivement. Est-ce que c'est le moment où je dois me présenter? Tu peux te présenter un peu. Enchanté à tous les auditeurs. Olivier Foy. Enchanté. Merci encore de me recevoir. T'attendais de le faire par-dessus moi. Oui, exactement. Ils nous ont suggéré de le faire avant. C'est de l'eau Perrier en passant. Tu peux recommencer. Olivier, j'ai fait de l'impro pendant une 12aine d'années, je pense. C'est pas un calcul exact. Puis que ce soit secondaire, cégep, université et ligue de bar a pu finir, ligue d'été et autres. Fait que, on a déjà joué ensemble d'ailleurs. Voilà. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis moi, c'est ça, j'ai commencé à Québec évidemment pendant plusieurs années. Puis là, je suis à Montréal depuis genre 6 ans. J'ai fait un peu d'impro à Montréal, à la LQQAM notamment. Puis maintenant, je fais du stand-up. OK. Ah ben super. Puis votre formation, dans le fond, vous avez au cégep, t'as étudié en quoi? Moi, en impro. Je pense, ouais, c'est ça. J'ai étudié en impro. J'ai fait sciences humaines une session. Trop d'études. Après ça, j'ai fini cette année-là en tremplin deck. Mais je pensais que c'était comme pertinent comme formation, mais sinon... Sciences humaines ou tremplin deck? Non, mais tu sais, mettons, en lien avec ta carrière... Non, en fait, après ça, j'étais... Il y a même pas le diplôme du cégep. Okay. Il a commencé à nommer des trucs qu'il a pas le droit de nommer. Non, c'est ça. Je l'ai dit juste parce que il faut que je le dise, mais... Non, mais j'ai fait 1 an en cinéma également, que ça, c'est un peu plus en lien. Mais j'ai pas tant écouté, je me suis plus fait des contacts qui, eux autres, filment pour moi. Fait que ça, OK. Puis t'as-tu fait l'École nationale de l'humour? Oui, exactement. Okay. J'ai un peu quitté le cégep à cause que j'ai été pris à l'École de l'humour. OK. Puis je me suis dit... Premier essai ou ça? Deuxième essai. Deuxième essai. Okay. Loser. Puis t'étais rentré comme scripteur ou vraiment pour stand-up? Non, humoriste, okay. Stand-up. Donc, OK. Puis toi, Olivier, t'as-tu... Moi, je t'ai jugé quand t'as dit cégep comme une session, mais moi, j'ai fait 4 ans de cégep.
Loser! Diplôme? Celui-là, je l'ai. OK. Fait que 4 ans de cégep en cinéma. Après ça, je suis allé à l'UQAM en scénarisation. Celle-là, j'ai pas le diplôme. OK, celui-là, non. Il me manque un cours, fait que je le nomme pareil. Puis tout de suite après, je suis rentré à l'École nationale de l'humour à ma première tentative. OK. En stand-up ou en écriture? Humoriste 2 ans. En fait, moi, tu vois, T'avais quel âge quand t'as été pris à l'école? Ok. Ça va être long, ce podcast. J'avais 20 pour ça. Je veux dire. OK. Puis toi, t'avais comme 102 ans. Je sais. Non, j'étais le deuxième plus jeune de ma cour. 22. Ah ouais? Ouais, vous étiez une Mais tu vois, vieille moi, j'ai cour, gradué 2019, puis Charlot était l'année juste après moi, fait qu'on s'est côtoyés même à l'école, à l'ENH aussi. OK. Parfait. Moi, j'étais l'année un an plus tôt. OK. Ah, ben c'est super. Puis, vous diriez que, mettons, l'impro, ça l'a-tu apporté quelque chose dans votre... ça vous a-tu aidé à rentrer à l'école? Ça vous a-tu aidé à faire du stand-up? 100%. Si je peux me permettre de commencer, là, la moitié du processus d'audition pour rentrer à l'ENH, c'est des exercices d'impro, en fait. Fait que tout le monde qui fait partie d'une ligue en ce moment a fait des camps, puis tout le monde qui a fait des camps d'impro pourrait rentrer à l'ENH, selon moi, là, tu sais. Okay. Parce que comme le processus d'audition pour rentrer à l'ENH, t'as genre, faut que t'écrives un 5 minutes, tu fais 5 minutes devant 3 juges, après ça, t'as une entrevue genre de 5 minutes avec eux autres. Si ils t'aiment, tu fais partie des genre 24 personnes qui font la journée de stage. Et là, la journée de stage, tout l'avant-midi, c'est tous les ateliers d'impro auxquels tu peux penser, là, tu sais, de genre les bancs de parc, ces affaires-là, on fait que ça. Puis l'après-midi, c'est de l'écriture humoristique. Tu sais, celui qui donne les ateliers, à nous, c'était Luc Sonnet. Ouais, c'est Luc Sonnet qui est comme un gars d'impro depuis toujours, là, tu sais. Fait que comme... Mais puis même au niveau de la confiance, c'est dans le sens où, avec l'impro, c'est là que tu réalises pour la première fois, ok, il y a des gens qui peuvent me trouver funny, tu sais, qui peuvent me trouver drôle. Fait que là, à cause de ça, ben, t'as plus confiance en ce que t'écris. Parce que tu te dis, ben là, si le monde rit quand je trouve de quoi en jogging à la dernière seconde, là, ils vont peut-être rire à quelque chose que je prépare depuis, mettons, des mois, là, tu sais. Ouais. Oui, puis honnêtement, c'est con, mais en impro, tu sais, en humour, on observe à l'ENH, on observe la théorie de l'humour, là, tu sais. Mais il y a vraiment beaucoup de théories qui sont appliquées en impro, mais c'est juste que les gens l'ont pas appris nommé comme ça, là, tu sais. Il y a plein de procédés humoristiques, tu sais. Il y a 13 procédés humoristiques, mais il y en a plein que je connaissais déjà parce que je les ai vus 1000 fois en impro, là, tu sais. Des règles de 3, des comparaisons. La grimace, non, ça c'est un effet comique. Je dis une phrase, je fais une grimace après, le monde rit. Exact. Mon Dieu, ça a l'air simple quand même. Oui, non, je suis content de pas avoir été dans ton équipe. Ah non. Puis avez-vous comme, tu sais, j'écoutais dans d'autres podcasts, à un moment donné, il parlait qu'à une certaine époque, il y avait des cours d'impro à l'ENH. Avez-vous, y a-t-il encore ça? Ouais. C'est donné par Stéphane Maillé, qui est un excellent enseignant. Il a coaché à la LNI. C'est vraiment une bête d'impro, là, un génie de la théorie d'improvisation. Là. Mais tu sais, vous devez voir le clash entre les gens qui ont jamais fait d'impro puis le monde qui en ont fait. Ce qui est le fun dans ces cours-là, par contre, c'est qu'ils montrent pas vraiment par rapport au match d'impro, là, ça a jamais été question de ça. C'est plus de comment... de l'exploration. L'exploration, ouais. Comment on peut apprendre à écrire en faisant de l'improvisation aussi, tu sais. Ouais. Puis, en fait, où est-ce que les autres, ils clashaient, c'est plus l'aspect des codes, en fait. Les conventions, ouais. Les conventions de commencer une mix, tu sais, l'écoute, tu sais, des affaires que tu apprends avec l'expérience en impro. Mais c'est sûr qu'il manque. Mais sais-tu quoi? C'est quasiment rafraîchissant, tu sais. Tu sais, mettons, t'as une douzaine d'années d'expérience en impro, t'arrives avec du monde qui sont des bêtes de stand-up, puis là, qui sont déstabilisés, puis qui commencent à découvrir les codes de l'impro. Quelque chose dans l'innocence qui est beau quand même, là, tu sais, de genre... Mais c'est comme si on faisait un match spécial avec une équipe secondaire, là, tu sais, tu fais comme, ok, moi le prendre par la main, moi l'amener où est-ce que je veux pour bâtir quelque chose avec l'autre sans être arrogant de genre, je connais tout, mais de faire genre, ok, il comprend pas cette convention-là, mais je vais y apporter de même. Tu sais, il y a quelque chose de pertinent quand même. Mais toi, Charlot, je pense que tu as déjà fait le match spécial d'Alidul ENH à l'université ici. Oui, exactement. J'ai fait mes recherches. Si c'est filmé, j'aimerais ça avoir ça. Mais non, c'est drôle parce que justement, il me dit tu voulais participer au podcast. Je suis comme oui, ça me tente. Puis là, j'ai comme, je pense que j'ai fait un match là, à un moment donné, justement, avec l'école. Puis ça a été super le fun. C'est super belle place où jouer. Puis j'avais eu du fun. Ouais, à l'Uni, dans le fond, il y a 3 ligues. Tu avais joué avec la Lidule. Là, c'est la Limule qui produit le spectacle, mais c'est notre ligue sœur. Mais toi aussi, t'avais joué? Ou t'étais juste là pour l'écouter? Non, t'étais là. T'avais joué. Je me rappelle de l'équipe. J'étais venu finir le match. Et c'est du coup, je faisais une émission de radio à Chiz en bas.
puis je suis venu faire genre les 3 dernières impros. On a perdu les 3. Ça me surprend pas. Je suis d'accord aussi. Dans mes années à la Lidl aussi, j'aimais bien ça, faire le match contre les NH. C'est super plaisant. Ouais. Est-ce que vous trouvez que dans le monde de l'humour, il y a comme une compétition un peu, tu sais, des fois on parle de la compétition entre l'impro puis le théâtre, ou y a-t-il une compétition un peu entre l'humour puis les improvisateurs, les humoristes puis les improvisateurs? Je pense que l'impro puis l'humour, c'est beaucoup plus cousin que, mettons, le théâtre puis l'humour. C'est vrai que le théâtre puis l'humour, c'est rare que les gens du théâtre vont aller voir du stand-up, c'est rare que le monde qui font du stand-up vont aller voir du théâtre. C'est pas tout le temps ça, là, dans le sens où... Mais l'impro et l'humour sont souvent... C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup d'improvisateurs se lancer en humour et beaucoup d'humoristes faire de l'impro également. T'sais. Puis je pense que la guéguerre vient au niveau des contrats. Là. Il y a peu d'improvisateurs qui volent des jobs à des humoristes. T'sais. Alors que les improvisateurs qui volent des jobs aux humoristes, c'est des improvisateurs qui font du théâtre. ou tu sais, de comme... ou genre, où la guéguerre entre théâtre et humour vient du fait que justement, t'as une gig de jeu parce que t'es connu à cause de ton stand-up, mais t'as pas étudié là-dedans, mais tu fais... Mais en impro, c'est ça, en fait, les gens qui ont les contrats, c'est les gens qui font de l'impro, mais aussi du théâtre. Ce qui est arrivé souvent, par contre, que j'ai souvent vu, c'est des bons joueurs d'impro aller faire du stand-up pis se planter complètement parce qu'ils ils se basent trop justement sur leur le fait que ok, je suis une super bombe en impro, tu sais, puis ils arrivent sur scène, ils vont dire je vais être capable, puis finalement ils arrivent là puis ils voient que c'est 2 disciplines complètement différentes. La différence entre comme je suis capable de puncher quand toutes les autres ont toutes fait la job et je suis tout seul sur scène à devoir trouver ce que je dois dire. Mais c'est quoi qu'on voit de plus en plus en humour, comme j'ai l'impression, là, je suis pas dans ce milieu-là, mais que les humoristes, ils improvisent quand même une bonne partie de... Tu sais, des gigs qui ont, des fois, sont comme... Puis tu sais, même des humoristes plus connus sont comme « Ah, moi, mon show, j'ai tant de pourcentage d'écrit, mais le reste, tu sais, je vais à l'impro. » Puis tu sais, c'est quelque chose que vous faites, vous autres, sur scène, quand vous faites du stand-up, ou vraiment tout est writé? Il y a un peu d'impro, je pense, dans le... Ça dépend qui, là, tu sais, parce que t'as des gens qui font du stand-up, il y en a de 1000 variétés différentes, là, tu sais. Après ça, il y a une différence entre les gens qui disent qu'ils font de l'impro puis ceux qui en font pour vrai, tu sais. OK. Puis de comme il y a une parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, mon show, là, je fais quand même pas mal d'impro, puis tu vas les voir 2 fois de suite, puis c'est littéralement pareil. le même texte, là, tu sais. » Fait que des fois, il y a ces gens-là. Il y a des gens de l'autre côté, comme Mathieu Dufour, qui a déjà fait de l'impro, qui maintenant fait que du stand-up, mais c'est clairement lousse, c'est très raconté et autres. Fait que lui, il fait effectivement de l'impro dans son stand-up. Puis il y a des stand-uppers qui font du crowdwork. Un peu ça nous rejoint un peu, je pense, cet angle-là de... On a des jokes écrites, mais je fais du crowdwork où j'aime ça parler avec le monde. Puis ça, c'est vraiment un moment où je me permets d'improviser, d'aller chercher des jokes dans notre interaction. Puis j'imagine que ça vous aide à bien le faire parce que vous avez un background en impro, justement. 100%. Ouais. Même en impro, des fois, en tant que joueur, tu sais, t'en fais un peu du crowdwork, là, tu sais, dans le sens quand il y a un public gossant ou whatever, tu sais, tu te le permets un peu, ou tu sais, d'aller rechercher quelque chose qui s'est passé dans la salle. Fait que j'imagine que vous avez déjà fait ça dans votre carrière d'impro. Je m'imagine juste l'impro médiévale que t'arrêtes tout pis t'es comme par applaudissement qui est en couple. on dirait que j'ai pas eu la bonne image de ce que tu m'as dit. Non, toi, citoyen, t'es en couple. Non, mais c'était pas ça, mais tu sais, plus un sel qui sonne, whatever. Tu sais, c'est à plus petite échelle là, que vous, qui est comme, OK, j'ai une question par applaudissement. Là, non, mais l'exemple que tu viens de nommer est super pertinent, là, dans le sens d'être prêt à rebondir sur n'importe quelle éventualité ou d'être prêt à l'inattendu en stand-up, c'est que des skills que j'ai appris grâce à l'impro, là. Tu sais, genre justement un sel qui sonne et tout, puis de l'intégrer dans une phrase qui construit en impro, c'est genre... Mais ça, c'est tellement pertinent pour le stand-up, là. Tu sais, ça nous est tout arrivé, là, de jouer dans un bar, un verre qui pète, sortir une phrase vite, ça fait exploser la salle parce que c'était sûr que c'était pas scripté, sinon ça coûte cher de verre. Oui, tout le monde a sa méthode aussi, je pense, tu sais, comme moi je suis vraiment tu sais, puis c'est une méthode qui peut évoluer également, tu sais, puis moi mettons, je suis plus dans, moi j'aime ça avoir tout à la lettre, là, tu sais, vraiment écrit d'avance. Par contre, des fois je me permets, tu sais, de pas nécessairement l'apprendre, tu sais, tout de suite à mon premier jet. Ouais. Je monte sur scène. Tu sais ce que tu vas faire. Exactement. Mais je finis toujours au final, je veux tout le temps que ça arrive à quelque chose de précis puis de comme. Mais c'est inévitable que des fois t'es obligé de bouncer sur quelqu'un qui parle quand c'est pas le temps puis quelqu'un qui a pas compris justement.
Ouais. Tu peux pas juste être victime de ça, parce que si t'es victime de ça, ben c'est le public qui a le contrôle du show à ce moment-là. Et là, l'expérience d'impro fait que t'es moins déstabilisé, justement plus apte à répondre quelque chose de clever. Si je peux me permettre de reprendre ta question pour Charlot, dans le char, tu me disais que tu utilises l'impro dans tes brainstorms, tu sais, fait que si tu le fais pas tant sur scène, tu compenses en le faisant dans tes brainstorms pour trouver la spontanéité de ce que tu vas faire. T'sais. Ouais, 100%, parce que, tu sais, mettons, surtout quand t'es pas devant un public, là, tu sais, t'es beaucoup plus à l'aise d'aller, tu sais, c'est pas grave si je m'en vais à quelque part que devant un public, ben, peut-être que j'irai pas parce que c'est cabotin ou c'est inutile. Tu voudrais pas prendre ce temps-là pour trouver cette idée-là sur une scène, tu sais. Exact. Ouais. Alors que là, on a 1 heure, 2 heures à faire une impro, puis des fois, ça se peut que comme dans cette impro-là, il y a 2 idées qu'on est comme, hey, ça, faut que ça soit dans le sketch, là, tu sais, faut que ça soit dans le number ou des affaires. Puis peut-être pour donner une meilleure idée, c'est quoi un peu votre style, tu sais, votre style d'humour? C'est quoi vous faites comme Moi, je suis plus dans le stand-up classique, fait que des observations, des fois un peu de l'anecdotique à travers tout ça, mais vraiment stand-up classique, une observation de genre telle affaire c'est weird, puis d'en parler pendant une couple de minutes avec pas tant de lien entre les sujets. Ok. Fait que moi je suis plus là-dedans. Crowdwork encore une fois vu que j'ai fait de l'anime aussi, tu sais. Ça, c'est un autre volet, l'animation, là, l'impro aide full là-dedans. Là. Ben ouais, c'est clair. Tout est plus dans le... Ben moi, c'est ça. C'est difficile j'ai de la difficulté à m'attribuer un style concret, tu sais. Mais assurément, je fais énormément d'autodérision, tu sais. Je suis pas beaucoup dans l'anecdote, mais... T'es dans le conceptuel. Je suis beaucoup dans le conceptuel. Je vais tout le temps y aller dans le... quelque chose qui me fait rire, tu sais. Parce que si, mettons, il y a une anecdote que je suis comme... Hey, je fais pas de l'anecdote d'habitude, mais cette anecdote-là est bonne, puis il faut que je la raconte, puis je vais le faire, tu sais. Fait que j'ai de la difficulté à m'attribuer un style, mais je suis énormément dans l'autodérision, puis aussi dans le concept, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, je pense que t'as un show avec Alex Lévesque, qui est peut-être un petit peu plus absurde aussi. Alex, il est un peu plus absurde, mais tu vois, c'est beaucoup avec lui que j'ai écrit. Ouais. Parce qu'avec lui, on peut se permettre d'aller dans la... Moi, puis là, on peut se permettre d'aller dans la folie totale. Ouais. Puis redescendre après ça pour moi, tu sais, parce que des fois, il y a des trucs absurdes que lui, il va assumer, que moi, j'assumerais peut-être pas. Même si ça me fait rire. Puis, mais si je pars, c'est plus facile d'enlever de l'absurdité que d'en rajouter. Fait que si on y va au max, puis après ça, on redescend. Puis tu vois, vous seriez clairement pas aussi proches si les deux, vous aviez pas un background d'impro avant d'avoir un background de stand-up. Sure. Ouais, parce que lui, il a joué à Jonquière. Il a joué à Jonquière, ouais. Non, il a pas joué à Montréal, mais tu sais, ça restait quand même un gars brillant en impro à la base, là, tu sais. Ben, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je sais pas s'il était dans votre cohorte, mais Jean-Michel Martel aussi. C'est un de nos meilleurs potes. OK, c'est un de vos... Ouais. Ben, moi, Jean-Michel, c'est moi qui ai donné sa première chance en impro. Ah ouais? C'est bon. Ouais. T'aurais pas dit. Gros lore. T'aurais pas dit. Ah, on est pris avec, là. On est pogné avec. Tu sais, sérieusement, moi, j'étais capitaine cette année-là. Je jouais dans la Lidule. Puis, j'étais capitaine cette année-là. Puis, mon coach, c'était Guillaume Baron, qui fait aussi de l'humour. Il fait du liner. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, ça fait longtemps, mais tu sais, c'est quelqu'un, il faisait quand même plusieurs shows à Québec, là. Je sais pas comment ça se passe à Montréal. Bonjour, Guillaume. Puis, Jean-Michel s'est juste pointé aux auditions de la Lidule. Puis il a fait un gag de porte, là. Tu sais, il était dans une quincaillerie, puis il était comme, avez-vous un sac pour que je puisse mettre ma porte dedans, tu sais. C'était tellement absurde, puis... Ouais, c'est engagé. C'est tellement son genre. Ouais, mais... C'est engagé, moi, mais tout le monde était comme, oh non, je peux pas gérer ce gars-là. Tout le monde était comme... Puis moi, je regarde Baron, j'étais comme, on peut le gérer, hein, parce que j'étais tellement fan. Oui. J'étais tellement fan, puis tu sais, un moment donné dans l'année, lui, il connaissait moins la structure un peu de l'impro. Puis tu sais, un moment donné, à force de l'avoir dans l'équipe, puis tu sais, il expliquait des choses, il a comme compris la structure de l'impro. Puis tu sais, je suis tellement fière qu'un moment donné, dans l'année, il est allé sur une fusillade, puis il comprenait pas le principe d'une fusillade, puis il a répété mon mécanisme de fusillade. Puis ça a été comme tellement une bonne fusillade, puis il est revenu, puis il a fait « j'ai appris ça de toi ». Wow, c'est bon. C'est quoi le truc? Fait que, ben là, tu sais, je me rappelle pas de l'impro, là. Non, mais... je connais pas le terme. C'est un personnage qui est louche aussi, c'est bizarre. Mais, tu sais, c'est ça, c'était super bon, là. Fait que j'étais bien contente, moi, d'avoir joué pendant un an avec Jean-Michel. Mais tu vois, il était dans ma cohorte, fait que c'est pour ça que Charlot l'a rencontré à l'ENH aussi, vu qu'on a été en même temps. Super absurde, là, tu sais, j'écoute tous ces numéros, puis je me meurs de rire, tu sais, parce que je suis comme... À chaque fois, ça me fait penser au fait qu'il a demandé à un caissier dans une quincaillerie, avez-vous un sac assez grand pour mettre ma porte? Mais par contre, tu vois, parce que là, on parle de l'impro, mais c'en est un, Jean-Michel, que, ben, en tout cas, à force de l'avoir vu, il n'utilise pas tant l'impro dans son processus. C'est pas un gars, c'est un gars qui est très méthodique, justement, puis que
Lui, là, tu vois du crowd work là, le moins possible. Il est très, là, il arrive sur scène, puis dès qu'il y a quelqu'un qui y parle, il est un peu déstabilisé. Il arrive à bien genre gérer grâce à un personnage assez puissant, tu sais. Mais reste que c'est pas celui qui utilise le plus l'impro, justement, malgré qu'il en a fait. Non, il n'a pas fait beaucoup non plus, là. Tu sais, il a fait 1 an, là. Fait que, tu sais, c'est ça, t'arrives, puis tu joues avec des joueurs qui ont plusieurs années d'impro. Mais même là, tu sais, en brainstorm, je le sens. Tu sais, dès que tu fais 1 an d'impro, tu sais, l'impro, c'est aussi un mindset, là. Même si t'en fais pas longtemps, faut quand même que tu t'adaptes à garder la plus grande ouverture d'esprit, puis de comme à pas juger tes idées tout de suite, puis de genre, tu sais, il y a quand même beaucoup d'apprentissage que tu peux avoir en 1 an qui peuvent être réutilisés, là. Tu sais, toi, tu parlais que tu fais des brainstorms avec Alex, mais genre, Jean-Michel travaille aussi un peu comme ça, de faire genre, mettons, on va dire de quoi de drôle, mais il va le rejouer, ou genre, on va dialoguer son number, puis là, justement, on va trouver la ligne qui va garder, finalement, on coupe tout le reste, mais on garde cette ligne-là qu'on n'aurait pas trouvée sans cette exploration-là. Ouais. Mais je me posais la question aujourd'hui aussi, il y a de quoi d'éphémère dans l'impro? Tu sais, tu rentres sur un impro, tu fais de quoi, même si c'est pas bon, même si c'est déplacé, même si c'est cabotin, ben tu sais, dans 3 minutes, on s'en rappellera pas parce que, tu sais, je veux dire, c'est éphémère, puis il y en a 10 autres après. C'est différent dans le stand-up. Tu sais, c'est écrit, vous le répétez, vous le faites à chaque soir. Quand vous essayez du matériel, puis qu'il y a quelque chose qui reste comme plus dans le temps, puis vous êtes pas sûr ou que le public a une moins bonne réaction, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque de l'impro, que ce soit un peu plus éphémère? Je pense que c'est ce qui m'excite du stand-up, moi, dans le sens où c'est ce qui me stressait un peu de l'impro, là. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté l'impro. Je trouvais ça plus stressant, moi, l'impro, que le stand-up, parce qu'en stand-up, t'as le contrôle, tu sais. Puis si, mettons, je fais une erreur en stand-up, c'est beaucoup plus de ma faute. T'sais, alors qu'en impro, c'est comme ça se peut qu'à un moment donné, sur le coup de justement de l'impulsivité, je fasse une mauvaise joke, là, puis après ça, j'y pense, puis je suis comme, c'était pas drôle, ça, pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Fait que je me faisais vraiment moins confiance en impro que je peux me le faire en stand-up, parce qu'en stand-up, ben, j'ai des semaines pour préparer ce moment-là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai trippé sur le côté éphémère de l'impro, là, tu sais, surtout que tu le vis en équipe, tu sais. C'est la beauté que le stand-up a pas, là, tu sais, c'est que mettons, une comparée à tes 6, tu crées un moment magique avec une idée que tu as eu 30 secondes pour brainstormer, puis là, tous les morceaux de puzzle s'assemblent pour que ça fasse un moment fou, qu'on le sait qu'on ne vivra pas, mais tu l'as vécu quand même avec d'autres mondes, tu sais, et t'es complice avec le public qui était dans la salle aussi. Ça, c'est magique, mais cette éphémérité-là, je sais pas si ça se dit, là, mais... C'est un effet mérité, en tout cas. Mais tu peux quand même retrouver ce sentiment-là en testant des trucs, parce que des fois, ça arrive que tu testes un nouveau 5 et ça va être éphémère parce que c'était pas bon, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose de bon en stand-up sera pas éphémère, mais quelque chose de mauvais en stand-up va être éphémère. Ouais. C'est juste pas voulu de la même manière. Non, c'est ça. Je suis toujours au stade où on est, là, dans le sens où quand t'es connu, là, après ça, si tu te plantes, peut-être que le monde va t'en rappeler, mais tu sais, quand tu commences, là, mettons quelqu'un qui veut commencer, là, il pense que si je fais un numéro, puis là, je me plante, là, le Québec va le savoir. Alors que c'est tellement pas vrai. Là. Le monde s'en fout. Là. Le monde ne se rappelleront pas de toi si tu te plantes dans tes 3 premiers numéros. C'est ça, il y a quelque chose de rassurant dans le fait que genre quelque chose de pas bon t'offrera pas longtemps, tu sais. Puis, je me suis jamais planté, fait que je sais pas, tu sais. Puis, est-ce que mettons, c'est qui votre public, tu sais, mais je pense à du monde qui se lance en impro, qui se lance en humour, puis qui viennent du monde de l'impro. Puis, tu sais, c'est beaucoup des joueurs d'impro qui vont voir des stand-up. Vous, c'est-tu un peu ça aussi, dans votre situation, ou tu sais, c'est vraiment du monde random? Idéalement du monde random. Vraiment. Ouais, c'est genre, ça. Hein? Idéalement, t'attends une couple de fois que t'es monté sur scène avant d'inviter du monde, là, tu sais. Ouais. C'est plate, mais la beauté d'être à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup de petites places, de petits bars avec des gens qui animent, puis que eux s'organisent pour faire déplacer du monde. C'est les meilleures places pour aller tester des nouvelles versions, là, tu sais. Même nous, si ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on en fait, on a en tête les places où on sait qu'on va aller faire nos premières idées, nos V1 qu'on appelle, parce que on le sait qu'il y a personne qui nous connaît dans cette salle-là. Okay. C'est ça, ça prend ce parcours-là, là, tu sais, genre, jamais j'irais tester un nouveau 5 minutes devant ma famille. Ouais.
Genre, au contraire, je vais les inviter pour mon heure que je vais faire à Québec, tu sais. Puis encore plus, là, c'est prêt. Puis je pense qu'à Québec, c'est plus dur qu'à Montréal. Je sais pas, parce que il y a pas tant de place à Québec pour tester du stock. C'est sûr, tu recroises le monde plus souvent. Ben, c'est ça, tu recroises souvent le monde. Puis tu sais, c'est souvent le monde qui fréquente les mêmes endroits. Parce que je vous posais la question parce que justement, quand je jouais avec Jean-Michel, il me disait, hey, tu sais, tu serais bonne pour, tu sais, en faire, là, tu sais, des 5 minutes, un moment donné. Puis ça, je me prétends pas humoriste pendant tout, là. Puis j'ai comme, moi, je ferais jamais ça de ma vie, là, tu sais. Je veux dire, le public qui va aux places où tu t'essayes ton matériel à Québec, c'est du monde, c'est tout du monde que tu connais, là. C'est la pire chose. Mais ça, c'est stressant. Fait que genre, ces personnes-là, rendues là, genre, va faire ton premier 5 minutes à Montréal, ou tu sais, idéalement, pour elle, la première fois que tu montes sur scène, il faut qu'il y ait personne dans la salle. Moi, mon père était venu voir mon premier 5 minutes, puis j'étais fâché. Ah ouais? mais il m'avait filmé, puis tu sais, je veux dire, c'était de bonne foi, puis il était content, puis déjà, puis ça avait été correct, mais j'étais comme, si ça avait été que ma décision, je l'aurais enfermé chez eux. Le nombre de personnes qui nous disent « Hey, c'est quand est-ce que tu fais des shows? Pourquoi tu nous le dis pas quand tu fais des shows? » là? Je suis comme, pas vous le dire. J'ai pas envie de tester du matériel devant vous autres. Ton opinion va sera jamais la bonne. Ouais, ça sera pas objectif. Exactement. Soit moi, j'y croirais pas. Ça se peut que tu me dises la vérité, mais que j'y crois pas parce que t'es ma mère. Ouais. T'as dilaté ma petite peau beaucoup trop longtemps pour que... Tu comprends-tu? Non, mais c'est vrai. Dans le sens où... Vu de même. Non, mais comme genre, puis en plus, je peux pas faire tant de crowd work avec ces gens-là aussi. Tu sais, si mettons la place c'est que du monde que je connais, ben là, insulter, roaster quelqu'un dans la salle, là, je suis comme, il sait ce que j'ai fait avec ma première blonde, là, tu vois-tu? Dans ça, c'est comme... Ah, il va peut-être me ramasser le exact, là, tu sais. C'est ça. Mais juste pour ça, tu devrais peut-être dire à ta mère que tu l'aimes après ça. Ouais, mais non, mais elle sait. C'est pas l'image que tout le monde va avoir de ta mère. Tu m'as brisé. Mais objectif, ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que le but du stand-up, c'est de jouer devant des inconnus, selon moi. Là, tu peux pas juste jouer devant du monde que... Ben évidemment, rendu Louis-José, tout le monde te connaît, là, tu sais. Ouais. Mais genre... Qui ça? Mais il paraît qu'il a vendu 2-3 billets à Salle Albert Rousseau. Là. Wow. Mais il est rendu bon parce qu'il a joué devant plein de monde qui le connaissait pas, tu sais. C'est ça que tu veux quand tu commences à avoir l'opinion de des inconnus. Des fois, ça fait mal, tu sais, parce que tu t'as la vérité, finalement, là, tu sais. C'est pas juste du monde qui te connaissent puis qui t'aiment, qui te disent « Ah, t'es bon, t'es belle, là », mais genre, t'es beau. Mais comme, c'est ça, des inconnus pour savoir vraiment garder ce qui fonctionne devant la majorité du monde. Ben, moi, je trouve que c'est quand même un point positif, tu sais, d'avoir cette facette-là, tu sais, de se faire juger plus froidement, parce que, tu sais, contrairement à l'impro, c'est souvent du monde que tu connais, puis le public est souvent un peu fanatique. T'as raison. De toi, puis on dirait que... En stand-up ou en impro, excuse-moi. En impro. Ouais. Tu sais, c'est rare que je suis sortie d'un match puis que quelqu'un du public me dit « Ouais, à soir, tu l'échappais à grande. » Tu sais, dans le sens où... puis il y en a eu des matchs que j'aurais mérité de me faire dire ça, mais tu sais, ce que t'entends, c'est plus « Ah, tu m'as fait donc bien rire, puis t'es donc bien ma joueuse préférée ou mon joueur préféré. » Tandis que d'avoir cette opportunité-là, d'avoir un espacement avec ton public, ben ça t'aide à grandir en tant qu'humoriste, j'imagine. Exact. Parce que, comme tu disais, si ta mère, elle va te voir à tous tes shows, puis c'est rien qu'elle qui va te voir, ben, à un moment donné, tu vendras pas beaucoup de billets, puis 2, c'est ça, t'auras jamais un commentaire objectif sur ta prestation, là. Non, puis aussi, il y a le niveau des attentes, aussi, qu'en impro, il y a beaucoup moins. Parce que l'impro, tu vois pas ça à la télé, là, c'est pas... Puis la convention est claire qu'il y a rien de préparé. Exactement. Là. Tout le monde connaît la convention. Tu sais, à moins qu'ils te connaissent déjà, mais s'ils te connaissent pas déjà, on va voir, les joueurs d'impro, c'est rare des joueurs d'impro vraiment connus, tu sais, il y en a si on fait la LNI, mais tu sais, comme, mais sinon ils viennent te voir puis ils s'attendent à rien, là. Fait que là c'est, hey, il a pensé à ça là, c'est une bonne chose. Il y a une tension à ce moment-là dans la salle de tout le monde est comme, ok, à tout moment il pourrait sortir de quoi qui me fait rire, tu sais. Alors qu'en stand-up le monde s'assoit comme des espèces d'agents de joueurs de hockey puis qui sont comme, ok. Il est-tu drôle, ce gars-là, tu sais? C'est-tu une vraie découverte, là, tu sais? Puis quand tu réussis à faire rire ce monde-là, t'as comme doublement gagné, tu sais. Ça fait quand t'es capable de faire rire du monde qui on dirait que ça leur tentait pas. Des fois, t'es dans des salles, tu fais comme, ça vous tente-tu d'être là? C'est comme s'ils vous mettent un peu à l'épreuve. Ouais, exact. Ok, est-tu drôle, celle-là, tu sais? Puis quand tu réussis à les convaincre, tu fais, j'ai bien travaillé, puis comme mon stock est bon, puis il va bien rentrer devant du monde qui me connaissent parce que j'ai convaincu quelqu'un qui partait avec 2 prises, là, tu sais. Tu sais,
on est un peu comme les fous du roi à l'époque, comme on se présentait devant un gros roi, genre, qui mangeait des pilons de poulet, qui nous regardait, puis qui riait de nous, puis si ça marchait pas, on mourait, tu sais. Puis nous autres, on est le fou du roi, puis le public, c'est le gros roi qui mange des pilons de poulet, tu sais, d'une certaine manière, mais à la forme... Puis ça, c'est... Il y a un moment où t'as plus besoin d'avoir... Tu sais, t'as plus besoin de convaincre ton public. C'est-tu là que tu deviens, selon vous, un humoriste plus connu, ou... Moi, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que si tu te dis à un moment donné, faut que je peux arrêter de convaincre mon public, t'es pas... Je pense que t'es pas sur la bonne voie, là. Okay. Comment ça peut être bon, tu sais. Ouais. C'est un peu les prendre pour acquis d'une certaine manière, puis tu veux pas ça. Ouais, parce que le monde qui perdure dans le temps, là, tu sais, puis mettons, Louis-José Hood, il se renouvelle encore parce que ses derniers shows sont plus personnels qu'ils ont jamais été, tu sais. Ouais. Fait que même lui a réussi à surprendre son public qui le suit déjà depuis 15 ans, tu sais, 20 ans et autres. Fait que, tu sais, il faut surprendre du monde. Je sais plus où je m'en allais sur ce point-là, mais... Mais, tu sais, je pense aussi qu'il y a peut-être cette critique-là envers, mettons, les humoristes qui commencent, parce que, tu sais, pour être allé à plein de soirées, tu sais, vous avez quand même une formation, vous avez de la pratique, vous testez votre stock devant du monde que vous connaissez pas, mais tu sais, t'arrives dans des soirées où il y a du monde qui ont aucun background, impro, humour, pis tu sais, pour vrai, ça fait mal un peu, là, des fois, là, t'es comme... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, pis sais-tu quoi? Le problème... Et l'avantage d'avoir fait de l'impro avant du stand-up, c'est les codes sociaux, tu sais. Parce que ce monde-là qui sort de nulle part, peut-être qu'ils vont devenir excellents après une certaine période, tu sais, si tu travailles fort et tout. Mais ce qui manque souvent, c'est les codes sociaux de te faire écouter par des gens qui te connaissent pas, tu sais. Puis de faire genre, OK, mais crime, faut que je divertisse quand même régulièrement si je veux avoir l'attention du monde. C'est pas donné, même si le monde, ils viennent écouter du stand-up. Tu peux pas faire ce que tu veux avec cette attention-là. Il faut quand même que tu la chérisses puis que tu la valorises. T'sais. Fait que souvent, le monde qui ont fait aucune scène avant parle, puis il manque d'écoute, puis ils sortent de scène, c'est comme, ça a quand même bien été, mais tu fais, non, il te manque les codes sociaux d'avoir écouté la salle. Ouais. Puis l'impro, c'est super pertinent pour ça. Même dans des dramatiques, quand tu es super connecté avec l'autre personne dans une improvisation dramatique, il y a quand même une partie de ton cerveau qui sert à écouter la salle, parce qu'en plus, dans ces moments... Ça, c'est plate des dramatiques. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'en plus, à ces moments-là, c'est même pas un rire que tu vas chercher, c'est des réactions encore plus subtiles, encore plus délicates. Des fois, tu peux regarder la salle, mais fait que ça te prend de l'écoute en impro, tu sais. Ouais. Puis est-ce que vous diriez que on en parle souvent là, tu sais, dans les médias, tu sais, on entend des podcasts, tout ça, c'est quand même dur l'aspect financier là, de commencer en humour. C'est pas facile. Non. C'est sûr, c'est pas facile. Faut aussi que tu aies un petit côté entrepreneurial chez toi, parce qu'il y a toujours moyen de vivre de l'humour si, par exemple, tu t'organises tes shows, tu fais bon des soirées. Il y a du monde que comme ils vivent de ça, puis comme juste des bars, là, ils apparaissent pas à la télé non plus, puis ils font bien. T'sais. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai une autre job, je fais pas que ça. Je peux pas dire que je vis complètement de l'humour encore, mais c'est une décision que j'ai décidé de prendre aussi, parce que je pourrais, si je le voulais, jouer à tous les soirs, tu sais, mais comme faudrait que je bûche beaucoup plus fort, puis que j'écrive à du monde, à des bookers à tous les soirs, tu sais. Mais il y a 1000 opportunités de faire du cash, là, tu sais, si tu travailles fort. Et genre, Charlot, il va avoir un contrat grâce à ses TikTok, là, tu sais, genre, Charlot... Attends une minute, on peut pas en parler de ça! OK! Mais j'ai pas dit qui. Okay. Mais de comme, mais c'est sûr, ça va se passer bien. Mais dans le sens qu'on t'a quand même approché pour ça, parce Amazon plus! C'est Prime, mais c'est pas grave. Tu vois? J'ai pas lu le contrat comme ça. Tu l'auras pas finalement. Non, merde. Mais non, mais oui, c'est un exemple de genre fait du cash grâce à l'humour, mais qui est comme cousin à l'humour. Tu sais. Ben c'est ça, j'étais allée voir un peu ton TikTok là, tu sais, t'as quand même TikTok c'est rendu honnêtement, on en parle, mais c'est quand même un média qui est très utilisé par les humoristes. C'est essentiel. C'est comme rendu un incontournable, on dirait. Là, je trouve ça dommage là, que c'est parce que tu sais c'est comme si parce que tu sais TikTok c'est un peu bébé là comme application. C'est jeune. Ouais, exact. Dans le sens où tu sais moi avant d'être sur TikTok puis même avant de rentrer à l'école,
puis beaucoup pendant l'école, je faisais des vidéos que je postais sur Facebook, mais des vidéos de 3 minutes ultra léchées avec une équipe de tournage, puis tout. J'adorais faire ça, ok? Écrire, tu sais, puis là, on dirait que tu vas sur TikTok, puis ce qu'il faut que tu fasses pour que le monde te suive, ben c'est des trucs un peu plus maison, tu sais, que tu te filmes en selfie, que tu fasses des jokes. Chorégraphie. Des skits. Mais à partir du moment où c'est peut-être un peu plus léché, on dirait que le monde sont comme ah non, ça va être long, puis ils skip. Ouais. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plus de personnalité. For sure. Ta personnalité shine plus dans un produit comme un TikTok, c'est con, mais en 15 secondes, tu fais comme ah mais la personne elle m'a parlé, tu sais. Fait que c'est pour ça que le monde en font de plus en plus en humour, parce que tu peux commencer à te bâtir un fanbase qui t'aime pour ta personnalité. Après ça, genre les gens de 13-14 ans viendront pas te voir dans des salles, mais il y a quand même un pourcentage de monde qui vont se transcrire en billets plus tard. T'sais. Mais tu sais, j'ai pas pu écouter tous tes TikTok, mais tu sais. 200 000. Ouais, ben c'est ça. J'ai callé off pour la semaine. Je vais finir ça. Vous n'avez aucune rigueur sur votre podcast. Mais c'est que tu peux pas mettre ton matériel d'humoriste là-dessus. Faut-tu? C'est-tu ça la norme? Tu peux. Mais tu le brûles, dans le fond? Non. Non? Non. Le monde le monde s'en fout. Ouais. Genre, moi, j'ai honnêtement, ce que tu viens de dire, c'est une interrogation que j'ai depuis longtemps. C'est plus une peur de l'humoriste qu'une réalité de l'industrie, tu sais. C'est vraiment ça de dire, hey, je mérite mon public mérite que je fasse 2 affaires différentes. Le monde s'en fout. Pour vrai. Mais, moi, c'est plus l'aspect de, j'ai envie de faire de quoi, d'utiliser la plateforme TikTok pour faire de quoi de différent. Pas à titre de brûler du stock, plus à titre de, c'est d'autres choses. Faire plus pas du stand-up. Plus en mode sketch, alors que moi, mettons, j'ai fait, mettons, plus des capsules ou des affaires un peu plus sketch, mais il y a quand même un gros pourcentage de mon contenu que c'est du crowdwork, tu sais. Fait que moi, je me filme sur scène, fait que je brûle pas mes jokes, mais quand même, le monde qui me suit, il me voit sur scène, il voit que je fais du crowdwork, il voit que je parle au monde dans la salle. J'ai des jokes au dentiste, exact, c'est un exemple. Mais comme, ben ça peut autant que toi, ils checkent tes vidéos puis ils font comme j'aime ça, il fait des choses, je vais aller le voir. Autant de comme moi, ils peuvent tomber sur mon crowdwork que j'ai pas brûlé aucune joke, mais ça peut leur donner le goût de venir me voir. Puis avez-vous vu quand même une différence, mettons, de public attending à vos shows parce que vous avez starté TikTok ou Toi, t'en as plus que moi, tu pars en tournée avec Alex Lévesque, fait que c'est clairement grâce à. Je pense que c'est pas encore assez dans le sens où. C'est sûr que je vois un intérêt dans le sens où il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, mais de là à dire que, mettons, il y a des gens qui achètent des billets pour venir me voir dans des shows, je serais pas prêt à notre niveau, non, mais la réalité, c'est que oui. Tu regardes des gens comme Megan, fait comme Liliane qui vient de rentrer à Big Brother célébrité, dans le sens que c'est genre, ça doit être 95% des gens qui écoutent la télé conventionnelle qui ne connaissent pas Liliane Blanco-Binette, là, tu sais. Exact. Mais elle est big sur les réseaux sociaux. Puis elle, ben là encore plus après Big Brother, mais elle met un show en vente puis c'est sûr ça vend là, oui. parce que c'est ça, parce qu'il y a un gros pourcentage de gens qui c'est du monde comme t'as dit, comme Megan, Liliane, Matt Duff, Tommy Néron, c'est tout du monde qui ont compris la plateforme, qui travaillent bien, qui savent que c'est là que ça se passe, puis tu sais ils ont ce qu'ils méritent. C'est le nouveau modèle là, pour la relève. Là, sérieusement, tu sais, mon algorithme me dirige beaucoup vers l'humour, puis tu sais, c'est ça qui passe là. Tu sais, quelqu'un qui l'utilise bien, puis qui l'utilise d'une bonne manière, puis tu sais souvent, puis qui tient son public, c'est quand même le fun de voir des vidéos popper. Le feeling entre rentrer sur une game d'impro versus faire un 5 minutes, mettons, au début là. Moi, c'est ça que je disais tout à l'heure, mais moi, j'ai arrêté un peu l'impro à cause du stress. Ma dernière année d'impro, je vomissais avant mes matchs. Oh, ok. Ouais, c'était assez intense. Peut-être que je mangeais pas bien, peut-être ça l'aidait pas. Mais non, mais ça me stressait. En fait, ce qui me stressait, c'était de vomir durant le match. C'est bizarre, ça. Mais ben là, c'est compliqué, là. Oui, non, mais j'étais stressé de vomir devant ma mère qui me tire la petite peau. Ouais. Non, mais là, c'est un cas extrême. Mais... Non, oui, c'est ça. Mais ça me stresse. Le feeling, moi, rentrer dans un match d'impro, personnellement, je le trouve, ça me stressait 1000 fois plus. Là. Moi, je pense que c'est l'inverse. Ouais. Moi, je pense que c'est l'inverse. Parce que, tu sais, pour revenir à tantôt, genre, j'ai joué dans des ligues où le public était quand même récurrent, ou de genre... Après ça, tu sais, dans une ligue, mettons, t'as 20, 25 ou, je sais pas moi, une trentaine de personnes, si tu comptes les subs et tout, mais sur scène, t'es juste une douzaine. Fait qu'il y a quand même, genre, la moitié de la ligue qui est dans la salle, que tu sais que c'est des gens
qui connaissent déjà ton humour, que tu veux faire rire. Fait que moi, je rentrais sur l'impro avec un sentiment d'euphorie de faire comme on va vivre quelque chose à soir. Puis il y a des gens qui connaissent mon humour, puis ça se peut qu'à soir, je shine, tu sais. En stand-up aussi, mais il y a plus d'inconnus dans la salle, fait que la variable de genre ça se peut que ça aille pas bien est plus grande, je trouve, en stand-up. Ben, t'as personne pour te backer aussi. Ouais, exact. Tu sais, moi, en impro, tu sais, t'as tout le temps quelqu'un pour te backer. Ouais. Moi, je trouve ça moins stressant, non? Puis, c'est que je me back moi-même, là, en stand-up, là, dans le sens où, tu sais, mettons, quand je vais tester de quoi qui ne marche pas en stand-up, ben là, c'est rendu, je me fais assez confiance pour faire, ok, ça marche pas, là, va-t'en ailleurs. Ok. Je finis tout le temps par m'arranger. Ouais, on a des backups, là, tu sais, dans notre tête. Donc, en impro, là, mettons, une mauvaise impro, là, c'est difficile d'en revenir d'une mauvaise impro, je trouve, là. Genre. Mais tu fais, il va peut-être avoir une troisième. Mais je sais pas pourquoi je te convainc, là, t'en fais plus puis tu vomissais. Moi, je trouve que t'as raison, Kim, parce que tu fais comme, mais Kim, il y a 10 personnes qui peuvent faire une troisième entrée si ça va pas bien. T'as des coachs qui ont de l'expérience, qui remarquent souvent avant toi que l'impro va pas bien. Ouais, pis qui sont déjà en train de préparer de quoi pour aller te sauver, tu sais. Un match d'impro, c'est 1 heure aussi, là. Dans le sens où je vais faire en 5 minutes, ça va pas bien, là, ou à 10 minutes, ça va pas bien. Je m'en vais, je vais me cacher, on m'en voit plus, tu sais. Alors que là, je fais une mauvaise impro au début. Ma première impro, là, je monte sur scène, je suis pourri. Là, je suis comme la troisième impro, là, ils savent que je suis le gars qui a fait une mauvaise joke je suis en Europe, fait que je conduis à droite, tu sais. Ouais, mais ils savent qu'il y avait rien de préparé. Alors qu'en stand-up, si tu te plantes, c'est ça que t'avais préparé. Tu te plantes avec des affaires que t'avais prévu faire. Si tu tombes de plus haut, c'était ça mon point. Puis pour reprendre ta question, moi je pense que j'avais plus d'euphorie à rentrer sur un match d'impro parce que c'est que du fun que je m'en viens faire. Souvent l'impro, étant donné que c'est pas une carrière, tu sais, le modèle de carrière en impro est assez niché, là, tu sais. Ouais. Genre, à part du monde qui donne des formations et tout, c'est quand même plutôt ardu. Ouais, puis ils ont tout le temps autre chose, là. Exact. Mais, fait que tu fais, moi, c'est mon divertissement de la semaine. J'ai attendu 7 jours pour venir faire mon match ici. Je vais en profiter au max avec des amis que j'avais hâte de voir. J'ai passé la journée à faire mes études. Là, c'est mon fun. Ouais. Fait que moi, je venais de décrocher. Alors que en stand-up, j'ai énormément de plaisir. Mais je m'en viens travailler. Ouais, je m'en viens savoir qu'est-ce qui est bon pour eux. Puis après ça dépend. Là, si je m'en vais tester un nouveau 5 minutes, je suis sérieux avant. Puis je parlerai pas tant aux autres parce qu'il faut que je répète, il faut que je sache ce que je m'en viens faire. Puis il faut que je sache à la fin de ma soirée qu'est-ce qui a marché ou pas. Mais après ça, t'es booké pour des 10-15 minutes. Puis encore une fois, comme à soir, notre show va être le fun. On est bien payé. Ça va être que du fun parce que j'ai connais mes jokes. Je sais que le public va être content d'être là. Je vais me permettre de faire du crowdwork. Fait que je vais retrouver mon plaisir. Mais il faut quand même que je livre la marchandise. Ouais, ben la commande n'est pas la même, tu sais. Non, ben il y a une obligation aussi un peu de performance là, parce que tu sais, t'es lié contractuellement à quelqu'un. T'es tout seul sur la scène. Ouais, exact. T'es payé pour la qualité de ton travail, tu sais. Puis le mot se passe vite si tu livres pas la marchandise. C'est quoi les plus gros shows que vous avez fait à date en humour? Centre Bell. Gros show. Centre Bell, genre première partie. Non, c'est pas vrai, mais nos clubs soda, je pense que c'est comme. Nos clubs soda avec les fins de session à l'ENH, c'est quand même des beaux moments parce que tu sais qu'il y a du monde de l'industrie dans la salle. Ta famille s'est déplacée souvent. Tu sais, moi, ma famille était venue de Québec, là, tu sais, pour aller voir mon club soda. Show de fin de session, c'est le fun. T'es avec tes amis, t'as travaillé ton number souvent. Mais j'allais dire quelque chose, mais c'est super arrogant pour toi parce que j'ai gradué avant la pandémie, donc j'ai eu une vraie tournée de l'ENH. Ah, t'as pas eu de tournée, toi? Genre 3 shows puis des zooms, là, tu sais, c'est super. À bel oeil devant des personnes qui sont probablement mortes aujourd'hui parce qu'ils sont vieux. Ouais, c'était vieux. C'est le cercle des fermières. Moi, j'ai eu ce show-là, mais ça a commencé à tourner puis on a eu des vrais shows après, tu sais. Mais c'est drôle parce que ce show-là, c'est ça. Le dernier show qu'on avait fait avant la pandémie, c'était à Belleuil, puis c'était devant que des personnes. Je te dis, la moyenne d'âge, 70 et plus. 70 et plus, et c'est un show très difficile chaque année de ce que j'ai entendu. Tu joues genre dans une petite maison. C'est comme un salon. Il y a littéralement un foyer à côté, c'est des chaises pliantes, des têtes blanches, tu fais. Puis je respecte ce monde-là, mais c'est des conditions difficiles. Faut que tu t'enlèves tes souliers. Non, non, mais moi il n'y avait pas de pichet d'eau pour vomir. Je faisais un numéro un peu conceptuel / absurde, tu sais, puis évidemment ils ont zéro embarqué. Puis là moi en joke pour faire rire les autres puis les profs, tu sais, en sortant de scène, je faisais comme si j'étais vraiment en tabarnak, genre, puis j'étais fâché, puis là j'étais comme hey, eux autres j'espère qu'ils vont mourir, tu sais. Puis au moment où en fait quelques jours après pandémie,
Quelqu'un est mort. Ces gens-là sont probablement, pas en forme, là, tu sais. Je me sentais mal. J'ai dit, c'est peut-être parce que j'ai souhaité la mort de des gens. Sûrement. Fait que là, après ça, tu t'es mis angoissé pis t'as vomi. Exact. Exact. J'ai dégagé. Ouais, les clubs soda, c'est fou. Moi, la tournée, encore une fois, c'est vraiment une belle expérience. Tu sais, genre, on a joué à Gatineau, festival extérieur, 1000 personnes à l'extérieur, t'as ta face projetée sur des écrans géants. Tu sais, comme, OK, ben là, c'est quand même rockstar comme show, là. Mais tu sais, ça semble quand même bien aller, là, vos affaires, tu sais, les shows. Des premières parties de Du Monde, c'est tout le temps des conditions de fun. Ouais, ben ça a l'air d'être quand même un bon tremplin, les premières parties. Souvent, c'est parce que c'est genre, tu fais la première partie de quelqu'un qui a déjà bâti son public, fait que tu le sais que le monde qui vient aime cette personne-là pour ce type d'humour-là. Tu sais, moi, j'ai fait la première partie à Charles Deschamps, là, tu fais comme, OK, ben, il aime l'humour trash. Ouais. Fait que j'étais genre, ben, ma première partie en 10-15 minutes, j'ai mis mes jokes trash, puis ça a full bien. Fait que tu fais comme, OK, le public a cette couleur-là, fait que je vais leur servir telle affaire, tu sais. Fait qu'au début, c'est pour ça que c'est tough de jouer devant des inconnus, mais en même temps, tu fais tes affaires, mais plus t'avances, plus t'as ton public, puis plus tu peux faire ce que t'aimes pour vrai, tu sais. Mais comme toi, Charlot, ça va être la première fois que tu pars en tournée, ou t'as refait un peu de tournée après les NH? Oui, ça va être la première mini-tournée que je fais, là. Tu sais, évidemment, j'ai fait des shows à plusieurs endroits, là, tu sais, vraiment loin, là, mais comme appeler ça une tournée, oui, c'est la première fois, là. OK. Ah, ben, c'est cool. Bonne chance. Merci. À chaque podcast, on a un petit jeu. Oui. Ça passe, ça casse. Lisez pas la feuille. Ça me stresse. Fait que dans le fond, le jeu de ça passe, ça casse, c'est juste, je vous nomme des petites quotes, puis vous avez pas besoin de vous expliquer. Vous dites juste si ça passe ou si ça casse. OK. C'est drôle. Mais on peut s'expliquer, si on veut. Ben, vous pouvez. OK. Vous pouvez, mais tu sais, des fois, c'est le fun de garder le mystère. OK. C'est drôle. Fait que c'est ça. Des fois, il y en a des bons, des fois, il y en a des moins bons. OK. Ça passe, ça casse. Ton dentiste a les dents jaunes. Oh, ça passe, là. Ça passe. Je suis qui pour juger? Le gars qui paye 200$ au nettoyage. T'es ce gars-là pour juger. Ouais, okay, je comprends ton point. Surtout qu'il a sûrement réfléchi pendant longtemps de qu'est-ce qu'il y a de besoin, là. C'est juste qu'il n'est pas game de le faire, mais ça passe, là. Ouais. Je fais confiance. Une mascotte qui chante. Oh, ça Ça passe. casse. Non, ça passe. Je veux toutes mes mascottes chantent. Tu m'as fâché à la mascotte. OK. Tu m'as fait. Le reggae. Ça passe. Ben oui, ça passe, là. Ça passe. Un lit en forme d'auto. Ça passe! À date, tout passe. Ça passe et ça finit par casser. Il y a un âge, il y a un point de non-retour. La C'est base quoi de l'âge? 16 quand ans, ta mère tu arrête de découvres. tirer ta petite peau. 16 ans! 16 ans! C'est le même âge où ta mère arrête de tirer ta peau. C'est ça, 16 ans. 16 ans! T'invites une fille, ton char, c'est un Civic monté. Oui, exact. Ton Ok, lit, c'est un ok. Civic monté. J'aimerais juste... OK. Ça passe, ça casse, puis ça finit par repasser. Oui. Ça recommence à être drôle. Ouais. À 35, ça recommence à être funny. Le liqué. Oui, C'est c'est un ça. minivan. Le lit superposé, c'est genre les gros trucks qui ramassent des. C'est une remorqueuse. Hein. Ah ouais, avec les livraisons de Oui, chars de exact, concessionnaires. OK. Prêter sa carte de crédit. Ça casse, fais pas ça. Fais pas ça, Ça jamais, ben, jamais. Je peux la prêter, mais ça passera pas. La carte. je m'excuse, mais je la prête, ça marchera pas. Faire un gig de stand-up dans une prison. Ça passe. Ça passe, je le Toutes ferai. les gigs sont bonnes. C'est un corpo, mettons? Ouais. C'est un corpo. T'as entendu parler de ça? Hein? Je sais qu'il y en a aux Il États-Unis, n'y a pas mais de soirée. Ben oui, non, mais c'est. il n'y a pas de soirée du Il n'y a monde. pas de soirée d'humour dans la cellule de Non, Raymond. mais il y en a eu, je pense. Je pense que c'est Mike Ward qui en parlait Ouais. dans, Ouais, mais je dans sais son qu'il l'a déjà podcast. fait, ouais. Mais que- je sais pas qui si allait. lui a été approché par... Ou tu sais, s'il y a vraiment comme un Il l'avait booker. fait avec. il y a- Ah, Brûlé. un Il booker de prison. n'y a pas de tour... de Non, il n'y a pas de tournée. booker. On va Ah, faire non, mais le ça tour doit des être le prisons. meilleur public aussi, dans le sens qu'ils Ouais. n'ont pas entendu de joke depuis. Ben, ils entendent des Ouais. jokes, là, mais ils n'ont pas entendu de joke depuis fucking longtemps. Tu dois arriver, t'es une star. Mais là, tu fais-tu genre un gig sur juste des blagues de criminalité? Non, mais Je suis sûr c'est ça. qu'il prendrait, tu sais. C'est délicat. Non, mais C'est il y a délicat. Nate Bargatze qui a une joke qui est comme... Je suis allé faire une joke dans les prisons, mais comme tu leur parles de quoi? Ouais, le trafic, c'est tough. Ouais, c'est ça. Faut quand même que tu choisisses tes C'est ça. sujets, là, tu sais. Ouais. Les Trois Seigneurs des Anneaux version longue, un à la suite de l'autre. Ça passe.
Ça passe. Ça passe. À tous les jours. Ranger sa porte dans un sac. Ah! Ça passe. Ça passe, oui. Le 8e café, puis il est pas encore rendu midi. Oh, ça casse, je bois pas de café. Ça casse. J'en bois, mais c'est trop. Puis un petit dernier. Écoutez en reprise les épisodes de 4-5-0 Chemin du Golfe. Ça casse. Ça casse. Ça casse. Ah non, ça casse. c'est une bonne fracture à plaie ouverte, là. Genre, C'est une ça casse. fracture ouverte. Ouais, c'est une fracture ouverte tellement que ça casse. Du coup, là. j'écouterai une émission avec un gars qui a fini par faire des pubs de Sponge Towel. Ah non, ça casse. Plus que mes parents. là, genre, T'as-tu une frustration envers ça? Il a volé des jokes. Il est cancellé. Ben, c'était notre petit jeu de Ça passe, ça casse. C'est bon. Les gars, je voulais vous dire merci beaucoup d'être venus au podcast. Merci à vous autres. En finissant, ben, je vous laisse une couple de minutes si vous voulez plugger des trucs que vous faites, genre des shows, des podcasts, des chaînes YouTube. Yes, ben, écoute, moi, je vais commencer mes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, c'est Charlot Touzel. Suivez-moi là-dessus, je mets beaucoup de trucs, beaucoup de sketchs, beaucoup de niaiseries. Puis je pense que vous allez aimer ça, sauf Martine. C'est drôle. Puis aussi, moi je pars en tournée avec mon ami Alex Lévesque. On présente notre show Croustillant qui est un 30-30 en soi. Puis on vient à Québec à la Source de la Martinière le 1er février. OK. Donc, Pour le monde qui connaisse moins ça, peux-tu juste expliquer c'est quoi un 30-30? un 30-30, en fait, c'est que vu qu'on n'est pas prêt, moi et Alex, de faire notre heure, ben on fait un spectacle que les deux on présente en soi. On totalise 30 minutes de matériel chacun. Pendant 1 heure, en fait. Puis C'est bon. là, je dis 30 minutes sans rentrer dans les détails, mais en fait, c'est plus... il va y avoir aussi des sketchs vidéo, il y a des sketchs sur scène en duo. C'est vraiment un bon spectacle, je pense, qui mérite d'être vu par... Puis la Source de la Martinière, c'est vraiment une très belle salle. Exact. Nous, l'année passée, avec la Limule, on a fait notre saison à la Source de la Martinière. Ah ouais? Ouais, à cause de la pandémie. C'est On super ne beau. pouvait pas jouer à l'université, puis c'est Ben vraiment oui, une belle salle. Bonne idée. Dans le coin, juste à côté du centre Vidéotron, là. C'est Exact. juste un beau spot. Il y a Ça se même fait des en bus. stationnements, tout ça. Fait que si ça vous tente, allez acheter des billets. N'hésitez pas. Eh ben moi, je vais faire 1 heure. Je voulais juste être arrogant, excuse-moi. T'es rendu à combien, toi, mettons? Combien Sur de... l'heure? T'es à combien de minutes? 60. OK. Ouais, je vais faire 60 minutes de matériel humoristique le 8 avril prochain pour célébrer mon anniversaire. Donc, je m'en viens à Québec à la Ninkasi Comedy Club. Le 8 avril? Le 8 avril. OK, mais t'as vraiment 1 heure Ouais, je de vais faire rodé. 1 heure, là. ouais. Je OK. vais venir avec des amis, je vais avoir des premières parties juste pour un chilling de gang. Mais le 8 avril, Ninkasi. Puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Puis on achète les billets où? olivierfoy.com. Foy, c'est F-O-Y. Sinon, j'ai un podcast aussi qui s'appelle Oli connaît ça. Je reçois des humoristes, on parle de fun fact. Puis c'est bien funny. OK, ben super. Cool. Ben tous les liens de vos médias sociaux puis de ton site web, ton podcast vont être disponibles. Donc les gens vont pouvoir se rendre si jamais ils veulent visiter vos médias sociaux Merci. et aller vous voir en spectacle. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci Charlot Touzel, merci Olivier Foy. Alors Merci à vous autres. Merci à tout le monde qui a été à l'écoute. je souhaite Merci. une bonne semaine à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça passe ou ça casse. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Ainsi que nous suivre sur Facebook et Instagram à la Limule, LA espace Limule. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés. Pour la semaine prochaine, on se pose la question. Est-il trop tard pour commencer à faire de la scène? Il a débuté l'improvisation à 28 ans. Il est maintenant docteur en psychologie diplômé de l'Université Laval. Nous recevrons Julien Savoie. On se quitte sur un court extrait. Bonne semaine. Alors, mais plus ça allait, je trouve que, je sais pas, il y avait je m'intégrais de mieux en mieux. Je me sentais que j'appartenais un peu plus à cet univers-là. Donc, en résumé, c'était pas un enjeu. Ça n'a pas été un enjeu au niveau social, là, tu sais, d'intégrer une ligue en plus à retardement, si on veut. Pas pour moi. Non, pas pour moi, parce que j'avais hâte, j'étais motivé, j'étais passionné, puis j'étais conscient de où j'étais, où ce que les autres étaient, puis je me laissais vivre l'expérience. En fait, je tolérais que j'étais plus anxieux, mais que je voulais pas l'anxiété
je voulais pas que l'anxiété guide mon comportement. Je voulais que ça soit mon désir de me laisser aller puis d'apprendre finalement qui guide tout.